Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Cet après-midi, les sénateurs entament l'examen du projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Objectif de ce texte qui est examiné au Sénat en première lecture, garantir des revenus décents aux agriculteurs. Il faut savoir que les revenus agricoles ont chuté de 34% en 2009. À mes côtés pour en parler, Gérard César, sénateur UMP de Gironde et rapporteur de ce projet de loi au Sénat. Alors hier, un accord a été conclu à l'Elysée entre distributeurs et producteurs pour garantir des prix fixes sur les fruits et légumes. Est-ce que c'est suffisant pour enrayer la crise, ce type d'accord? D'abord, il y aura la loi que nous avons prévue donc avec l'Observatoire des marges et des prix. Il y a aussi la suppression dans la loi des remises, rabais et ristournes, les fameux 3 R, et ça correspond tout à fait à ce que souhaitent les producteurs et les consommateurs. J'ajoute que le président de la République hier a réuni, comme vous faisiez allusion à l'instant, les grands distributeurs, et que ceux-ci ont signé donc une charte disant qu'eux s'engagent formellement, par leur signature en présence du président de la République et des ministres Novelli et Le Maire, à justement maîtriser leurs marges en cas de crise grave. Ça, c'est un point très important de la part de la loi et de la part du président de la République qui a voulu que justement les grands distributeurs soient autour de la table pour s'associer aux producteurs. Donc c'est un signe fort à la veille de l'examen de ce texte au Sénat. C'est un signe très fort de la part du président de la République qui prend en compte justement le malaise, vous avez fait allusion tout à l'heure, des agriculteurs, car aujourd'hui il est important que, en particulier sur la contractualisation, sur les interprofessions, sur le contrat écrit entre vendeurs et acheteurs, nous puissions avoir des choses tout à fait précises et qui seront, si elles ne sont pas respectées, traduites dans la loi. Alors c'est la 4e loi agricole en 10 ans. Qu'est-ce que ce projet de loi est fondamentalement différent qui va justement permettre de sauver l'agriculture française? C'est-à-dire que ce projet de loi prépare la pré-PAC 2013. Nous sommes dans les négociations actuellement avec le ministre pour la PAC 2013 et il est important justement de proposer un certain nombre de solutions. Je prends qu'un exemple, l'assurance aléas climatiques. Il est important que l'Europe cofinance donc justement la prise en charge de l'assurance climatique et sanitaire. Car aujourd'hui, lorsqu'on est chef d'entreprise, en particulier agriculteur, il est important de pouvoir avoir justement des filets de sécurité et ça correspond à l'assurance récolte. C'est très important. Et c'est vrai aussi pour le domaine de la forêt. Parce que la forêt, qui a connu des tempêtes extraordinaires, 2009, 99, il est important aujourd'hui que les forestiers puissent avoir justement une assurance qui leur permette, avec des franchises, mais avec aussi un plan d'épargne forestier, de pouvoir justement mettre en place un certain nombre de mesures. La France est en retard, c'est un des pays qui s'est le moins bien préparé à la réforme de la PAC. Paradoxalement, c'est le pays le premier bénéficiaire. Comment vous expliquez ce retard? Alors nous avons prévu justement dans le cadre de la loi que nous allons voter donc cette semaine et la semaine prochaine, un dispositif permettant l'observatoire justement des distorsions de concurrence entre pays européens. Les charges qui ne sont pas les mêmes entre pays, nous allons donc les examiner, et surtout les importations qui peuvent être faites provenant de pays tiers. Donc ceci, c'est un ensemble, c'est une loi, c'est une boîte à outils où les agriculteurs pourront justement pencher sur un certain nombre de problèmes avec le concours bien sûr des pouvoirs publics, parce qu'on ne fait rien sans les pouvoirs publics. Alors une dernière question, en fait, les sénateurs n'ont pas profondément modifié le texte en commission, sauf sur le statut d'agriculteur-entrepreneur, ça a été supprimé à l'unanimité au Sénat. Pourquoi en fait? Parce que nous avons estimé que le statut d'agriculteur-entrepreneur, pris par ordonnance, ne correspondait pas du tout à ce que nous pensions de l'agriculture future. Ça risquait d'être interprété par le monde agricole comme une agriculture à 2 vitesses. Et quel serait ce qui serait dans le premier train et les autres dans le deuxième train. Donc nous avons voulu justement supprimer parce que ça manquait de précision. Mais aujourd'hui, avec l'assurance telle que je viens de vous le dire, avec les mesures sur l'interprofession, sur l'observatoire des marges et des prix, sur la suppression des 3 R lorsqu'il y a des crises justement concernant en particulier les fruits et légumes, ça nous permettra quand même d'avancer. Je prends que quelques instants, mais il y en a beaucoup dans cette loi. Ça ne permettait pas de protéger un peu les jeunes agriculteurs qui veulent s'installer? Alors les jeunes agriculteurs, nous avons prévu justement dans le texte une taxe foncière sur les plus-values qui sont apportées justement lorsque dans une commune, le maire et son conseil municipal
place des terrains à bâtir. Donc avec cette taxe, nous allons justement abonder des aides pour les jeunes agriculteurs. Ce serait une taxe, comme on dit ici dans notre jargon, affectée. Très bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous laisse donc regagner l'hémicycle. À suivre donc le début de la discussion générale du projet de loi de modernisation de l'agriculture. Bonne séance à tous. Merci. Je vais tout de suite donner la parole sur ce texte important qui va occuper un certain nombre de journées des travaux du Sénat. Je donne la parole à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, la crise agricole que nous vivons marque la fin de 30 ans d'histoire agricole française et européenne. Elle marque un tournant majeur pour notre agriculture. Nous tous ici, parlementaires ou membres du gouvernement, notre responsabilité est de défendre un secteur stratégique pour notre nation. Je veux dire ici, au moment où nous commençons l'examen d'une loi qui sera décisive pour ce secteur, que je crois dans les forces et dans les atouts de l'agriculture française. Agriculture ne veut pas dire seulement tradition et passé. Agriculture veut dire aussi innovation, recherche, compétitivité, développement durable. Agriculture en France veut tout simplement dire avenir. Encore faut-il que nous soyons lucides sur la nouvelle donne agricole mondiale qui est en train de se dessiner. Cette nouvelle donne agricole mondiale, c'est une volatilité des prix insupportable pour la grande majorité des agriculteurs. En un an, le prix du blé peut passer de près de 300 € la tonne à 100 € à peine. En un an, le prix du lait peut passer de plus de 400 € la tonne à moins de 230 €. En un an, le prix des matières premières peut varier de 50 à 80 %. Cette nouvelle donne agricole mondiale, ce sont aussi de nouveaux acteurs comme l'Inde, la Chine, le Brésil et la Russie. Hier, nous avions peu ou pas de concurrents quand nous exportions du blé à destination de l'Égypte, du Maroc, de l'Algérie ou d'autres pays africains. Aujourd'hui, nous devons compter avec tous les pays du bassin de la mer Noire. Hier, nous n'avions pas à nous soucier de la production de beurre et de poudre dans des pays éloignés comme la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, nous savons qu'une production excédentaire dans ce pays peut déstabiliser tout le marché mondial. Hier, nous étions seuls à maîtriser certaines techniques de production agricole. Nous savons aujourd'hui que le Brésil, la Chine ou l'Inde sont sur le point de les maîtriser aussi bien que nous. Certaines le maîtrisent déjà, d'autres sont parfois capables d'aller plus loin. Cette nouvelle donne agricole mondiale, c'est aussi une politique agricole commune en cours de redéfinition. En 1957, notre seul objectif était de produire le plus possible pour nourrir chacun. Le seul moyen était une gestion administrée de l'offre. Demain, nous devrons répondre à la demande. Demain, nous devrons nous adapter toujours plus aux exigences du consommateur. Un monde nouveau, agriculture nouvelle. Il est temps de donner les moyens à notre agriculture de relever les défis immenses auxquels elle doit faire face. Le défi de la volatilité pour stabiliser les revenus des agriculteurs. Le défi de la compétitivité pour redonner de la puissance à notre agriculture face à la concurrence de nouveaux acteurs. Le défi de l'environnement et de la sécurité sanitaire, enfin, pour répondre aux attentes des consommateurs et prendre en compte les impératifs de développement durable et de sécurité sanitaire. La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche qui est soumise à votre examen vient donc à un moment décisif pour notre agriculture. Elle donnera aux agriculteurs les instruments nécessaires pour faire face à cette nouvelle donne mondiale. Notre agriculture a d'abord besoin d'un cap politique. Ce cap, c'est l'alimentation. C'est une évidence, la fonction première de l'agriculture est de nourrir. La légitimité de notre agriculture
tient donc à la qualité de l'alimentation que nous apportons à tous les Français. C'est pour cela que le gouvernement a tenu à ce que le titre premier de la loi mette en place une politique publique de l'alimentation. Cette politique publique doit garantir une alimentation saine à tous les Français en rassemblant des instruments d'intervention jusque-là dispersés. Elle reposera sur des objectifs nutritionnels contraignants et contrôlés pour la restauration collective, en particulier scolaire et universitaire. Personne ne peut se résigner à l'augmentation de l'obésité en France, même si elle est mieux contenue que dans d'autres pays développés. Personne ne peut se résigner à ce que ce problème de santé publique se concentre sur les personnes aux revenus les plus faibles. La question de l'alimentation est avant tout une question sociale. Cette politique publique de l'alimentation défendra aussi un nouveau modèle de commercialisation des produits pour mettre fin aux aberrations que nous constatons tous. Il n'est pas raisonnable que des produits agricoles parcourent en moyenne 2000 km avant de se retrouver sur la table du consommateur. Nous développerons donc les circuits courts en modifiant le code des marchés publics et en préservant les terres agricoles à proximité des grandes agglomérations. Au-delà de ces mesures, c'est un modèle alimentaire que nous voulons défendre. Contre l'uniformisation des produits, nous défendons la diversité du goût. Contre la confusion de l'origine et des labels, nous défendons la transparence et l'identification des produits. Mais il n'y aura pas d'alimentation sans agriculteurs et pas d'agriculteurs sans un revenu stable et décent pour chacun d'entre eux. Le premier objectif de la loi que le gouvernement vous présente aujourd'hui, c'est donc de garantir aux agriculteurs un revenu qui leur permette de vivre dignement de leur travail. Il n'est pas acceptable que des milliers de producteurs en France vendent leurs produits en dessous de leur coût de production. Il n'est pas acceptable que des biens agricoles qui ont demandé de la patience, du temps et de l'énergie soient produits à perte. Pour atteindre cet objectif, nous devons changer de modèle économique. Trop de producteurs investissent des sommes considérables pour moderniser leur exploitation, pour se doter d'équipements performants, sans savoir ce qu'ils vont toucher à la fin du mois. Nous devons leur donner de la visibilité sur leurs revenus. La mise en place de contrats écrits obligatoires avec un prix, avec un volume, avec une durée leur donnera cette visibilité. Je connais bien entendu les inquiétudes des producteurs par rapport aux contrats. Je veux leur dire que nous avons entouré ces contrats de toutes les garanties nécessaires. Première garantie, ce sont les interprofessions qui négocieront en première instance les contrats pour respecter les particularités de chaque filière. Deuxième garantie, les pouvoirs publics garderont une capacité d'examen sur la mise en œuvre de ces contrats. Troisième garantie, les interprofessions pourront fixer des indicateurs de tendance de marché qui serviront à la conclusion des contrats. Ce modèle de contrat, j'en suis convaincu, ne se limitera pas au seul territoire de la France. Il deviendra une référence en Europe. Il a déjà fait l'objet d'une réflexion approfondie au sein de la Commission européenne. Je veux être clair aussi sur un point. Les contrats seuls ne feront pas tout. Ils devront s'appuyer aussi sur une régulation des marchés à l'échelle européenne pour stabiliser les prix et pour nous permettre de réagir en cas de crise. Un observatoire des volumes, de nouveaux outils de gestion de marché, des instruments d'intervention plus flexibles et plus efficaces à l'échelle européenne me paraissent donc indispensables. Nous avons engagé ce combat pour la régulation des marchés à l'échelle de l'Union européenne, nous le mènerons jusqu'au bout. Face à la multiplication des aléas économiques, climatiques et sanitaires, nous devons aussi offrir des garanties plus solides aux producteurs. Les dérèglements climatiques, l'intensification des échanges, la spéculation sur les marchés de matières premières ont conduit depuis quelques années à des phénomènes de sécheresse ou d'inondations de plus en plus fréquents, à des crises sanitaires multiples et à l'accroissement de la volatilité des prix. Il ne s'agit pas de nier cette réalité, mais de donner aux agriculteurs les moyens d'y faire face. Pour cela, il est indispensable de renforcer les dispositifs assurantiels. Pour la première fois dans l'histoire de notre agriculture,
Nous allons donc mettre en place des dispositifs assurantiels pour l'ensemble des filières agricoles, sans exception. Le gouvernement étudiera un dispositif de réassurance publique qui avait été écarté jusqu'à présent. Avec l'aide de l'Europe, le gouvernement maintiendra également un niveau élevé de subvention des dispositifs assurantiels à hauteur de 65%, de façon à inciter le plus grand nombre d'agriculteurs à s'engager dans cette voie. Engagement de l'État, cela veut dire que l'assurance sera de la responsabilité de tous. L'assurance ne veut pas dire le désengagement de l'État. L'assurance, cela veut dire une meilleure répartition des responsabilités entre les producteurs et la puissance publique. Ces garanties plus solides passent aussi par une refondation du Fonds national de garantie des calamités agricoles qui continuera à indemniser les dégâts climatiques, mais qui sera élargi aux risques sanitaires et aux risques environnementaux. Ce fonds ne dispensera pas les agriculteurs de mettre en place également des fonds de mutualisation qui seront soutenus par l'État. Plus de responsabilités pour chacun, voilà aussi l'avenir de l'agriculture. Les aléas touchent aussi la forêt de manière plus fréquente. Nous l'avons vu, la tempête de 1999, qui devait être la tempête du siècle, s'est reproduite et de manière plus grave encore 10 ans après avec la tempête Klaus. Nous développerons donc aussi des assurances tempêtes en forêt pour que les forestiers disposent des mêmes instruments que les autres agriculteurs. Avec ces nouveaux instruments économiques, nous pourrons engager une profonde rénovation des circuits de commercialisation des produits agricoles. Les producteurs doivent d'abord se regrouper en organisations de producteurs et au sein d'interprofessions. Plus les producteurs sont dispersés, plus ils sont en position de faiblesse pour négocier les prix avec l'aval de la filière, plus les producteurs seront unis et organisés, plus ils seront forts. La loi nous permettra donc de dresser le bilan de l'organisation économique des producteurs pour en tirer toutes les conséquences et nous continuerons les négociations avec la Commission de l'Union européenne pour obtenir les aménagements nécessaires au droit de la concurrence et permettre aux producteurs de mieux se regrouper face aux industriels et aux distributeurs. Nous voulons aussi rééquilibrer le partage de la valeur au sein de la filière alimentaire, notamment dans le secteur des fruits et légumes. Nous supprimerons totalement les pratiques de remise, rabais et ristournes. Nous encadrerons le prix après-vente. Plus aucun fruit ou légume qui n'aura pas été commandé ne pourra se retrouver sur un marché. Plus aucun fruit ou légume ne pourra quitter une exploitation sans que les modalités de fixation de son prix n'aient fait l'objet d'un contrat écrit. La grande distribution appliquera enfin une baisse automatique de ses marges en période de crise sur la base de l'accord du 17 mai signé hier sous l'égide du président de la République. Cet accord sera applicable dès cet été. Pour nous assurer que ces instruments donnent des résultats, nous renforcerons l'Observatoire des prix et des marges. Il étudiera tous les produits agricoles sans exception et analysera aussi les coûts de production. Il rendra un rapport au Parlement et son président aura la responsabilité d'analyser les données et d'en faire les interprétations nécessaires. Toutes ces décisions marquent une nouvelle organisation des filières agricoles. Elles expriment une solidarité nouvelle et indispensable entre les différents acteurs de la filière, distributeurs, industriels et producteurs. Car nous devons tous en avoir conscience. Ce n'est pas en opposant les uns aux autres que nous trouverons des solutions aux difficultés actuelles. C'est au contraire en travaillant ensemble, en répartissant les efforts de manière équitable, en améliorant notre organisation économique et en rééquilibrant les rapports de force au profit des producteurs que nous trouverons les voies d'avenir. La France est la première puissance agricole européenne. Elle ne le restera que si elle préserve ses terres agricoles. Dans la loi, nous mettrons en place un observatoire national pour étudier la consommation des terres agricoles, identifier les zones de plus grande perte et proposer des moyens pour l'éviter. Nous ne pouvons pas continuer à perdre 200 hectares de terres agricoles par jour, l'équivalent d'un département de terres agricoles tous les 10 ans. Nous créerons des commissions départementales composées de professionnels et d'élus des collectivités pour donner un avis sur les déclassements des terres agricoles.
Nous proposerons enfin une taxe sur la spéculation des terres agricoles, dont je souhaite que le produit soit affecté en priorité à l'installation des jeunes agriculteurs. Pour que la France reste la première puissance agricole européenne, elle doit conserver ses terres agricoles, mais elle doit aussi poursuivre ses efforts d'innovation. L'innovation a fait la force de notre agriculture. L'innovation nous permettra de conserver une agriculture performante et durable. Pour cela, nous accompagnerons les exploitations, par exemple en encourageant le développement de la méthanisation. La méthanisation permettra aux exploitations d'utiliser les effluents d'élevage et de les traiter. Elle leur permettra de produire de l'énergie et d'améliorer leur autonomie énergétique. Les agriculteurs pourront également revendre cette énergie, gaz ou électricité, et en tirer un revenu complémentaire, comme le font toutes les grandes puissances agricoles européennes, en particulier l'Allemagne et les Pays-Bas. Une agriculture durable est dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt des citoyens, qui sont de plus en plus attentifs à la qualité de leur environnement, mais aussi dans l'intérêt des agriculteurs eux-mêmes, qui ont fait des efforts considérables d'adaptation au cours de ces dernières années et qui doivent réduire leur dépendance à l'égard des énergies fossiles. Agriculture et développement durable vont de pair, pourvu que nous respections le rythme d'adaptation des exploitants et pourvu que nous respections la nécessaire harmonisation des règles européennes. Le gouvernement a souhaité que cette loi de modernisation concerne aussi la pêche. La réforme de la politique commune des pêches précédera en effet en 2012 la réforme de la PAC et il est indispensable de doter ce secteur, qui a déjà fait d'énormes efforts de restructuration, d'outils performants avant la réforme. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une situation où 80% des produits de la mer sont importés. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une situation où nous produisons pour 1,5 milliard d'euros de produits de la mer et nous en importons pour 4 milliards, alors que la France a la deuxième zone de pêche du monde. Nous allons donc réformer la gouvernance des pêches et de la conchyliculture, en clarifiant les rôles des différentes organisations et en leur confiant de nouvelles responsabilités. Nous allons également améliorer les relations entre pêcheurs et scientifiques en mettant en place un comité de liaison scientifique et technique. Nous leur permettrons de travailler ensemble à l'évaluation des ressources afin que les décisions de gestion des stocks soient acceptées par tous. Enfin, nous développerons la pisciculture marine en France, car malgré notre formidable potentiel de côte maritime, cette dernière ne couvre que 15 hectares. Nous faciliterons l'accès aux espaces maritimes dans le respect des règles environnementales. Pour que cette loi soit complète, le gouvernement a souhaité que l'outre-mer fasse l'objet d'un titre à part entière. Les États généraux de l'outre-mer, lancés par le président de la République en 2009, ont fait ressortir très clairement la nécessité de favoriser la diversification agricole dans ces territoires. Comment accepter que le chômage soit supérieur à 20% dans ces territoires, alors que l'agriculture représente un gisement d'activité si important? Comment accepter que seulement 17% de la viande de bœuf consommée en Guyane soit produite localement, ou qu'en Martinique, la part de lait local ne représente que 5% de la consommation? Les marges de progrès existent, le dynamisme de la filière banane en est la preuve. Le projet de loi que le gouvernement vous présente aujourd'hui prévoira donc les mesures nécessaires au renforcement des chambres d'agriculture, à la préservation du foncier agricole et au développement de la pêche et de l'aquaculture. Il y a urgence, car si rien n'est fait, il n'y aura plus de terres agricoles aux Antilles dans 30 ans. Mesdames et Messieurs les sénateurs, l'agriculture est un secteur d'avenir, pas un reliquat du passé. L'agriculture est un pilier et non pas une composante accessoire de notre économie. L'agriculture est une activité stratégique pour la nation, au même titre que l'énergie, l'industrie ou la défense. Ce projet de loi s'inscrit donc dans une stratégie globale du gouvernement pour construire une nouvelle donne agricole. Le plan de soutien exceptionnel à l'agriculture, doté de 1,8 milliard d'euros et décidé par le président de la République, a permis aux exploitations de surmonter leurs difficultés conjoncturelles. Les plans de développement, filière par filière, que j'annoncerai dans les prochains mois, permettront de redonner de la compétitivité indispensable à nos entreprises agricoles. La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, dont nous commençons l'examen aujourd'hui,
permettra à nos producteurs et à nos pêcheurs de lutter à armes égales avec leurs concurrents européens et de dégager un revenu décent pour prix de leur travail. Au niveau européen, nous continuerons à défendre un modèle de régulation des marchés agricoles et le maintien d'une politique agricole commune forte. Au niveau international, nous porterons également l'idée d'une régulation des marchés agricoles, notamment à l'occasion de la présidence française du G20. Grâce à vous, grâce au travail remarquable qui a été effectué en commission sous la présidence de Jean-Paul et Maureen et avec le concours des rapporteurs Gérard César et Charles Revet, qui ont permis d'améliorer le texte du gouvernement, vous donnerez à la France les moyens de rester la première puissance agricole européenne et un acteur agricole majeur dans le monde de demain. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Gérard César, rapporteur de la Commission de l'économie. Vous avez la parole, Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il y a moins de 5 ans, nous votions ici au Sénat la loi d'orientation agricole pour donner à notre agriculture de nouveaux instruments de développement. Regroupement des producteurs, modernisation du cadre juridique et fiscal applicable aux exploitations, encouragement à la diversification. Peu d'entre nous imaginaient alors que le monde agricole connaîtrait tant de bouleversements en quelques années. La hausse des cours a fait connaître 2 années exceptionnelles, avec un sommet en 2007, essentiellement pour les grandes cultures ou même encore pour le lait. Mais la chute n'en était que plus brutale. Depuis la mi-mai et la mi 2008, les prix sont orientés à la baisse et la quasi-totalité des productions est aujourd'hui en crise. Notre agriculture connaît une crise grave, une situation inédite, avec 32% de baisse de revenus des exploitants en 2009, après 23% en 2008. Aucun autre secteur de l'économie n'est aussi durement touché. Le lait est emblématique. La vie des éleveurs laitiers est contraignante, mais le revenu était considéré comme relativement stable. Ce n'est plus le cas aujourd'hui et les acteurs du marché n'arrivent plus à se mettre d'accord depuis maintenant 2 ans. Les apports de la loi adoptée en 2005 ne sont pas balayés, mais la situation actuelle justifie que le législateur intervienne de nouveau à travers le projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche dont nous discutons aujourd'hui. Ce texte fait suite au grand débat sur l'agriculture lancé à l'automne dernier. Il est marqué par un double impératif. À court terme, répondre à l'urgence de la crise agricole. À moyen terme, préparer notre agriculture au changement attendu de la politique agricole commune après 2013. L'urgence est telle qu'elle a cependant été prise en compte avant même la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Le plan de soutien exceptionnel à l'agriculture a permis d'injecter plus d'1,6 milliard d'euros dans les exploitations, d'après un bilan établi depuis le mois dernier par notre collègue député médiateur de l'agriculture, Nicolas Forissier. Par ailleurs, le projet de loi de finances rectificative pour 2010, voté au mois de février dernier, a prévu l'application, au 1er janvier de cette année, d'une exonération des charges patronales pour l'emploi de travailleurs occasionnels, qui donnera une bouffée d'air en particulier aux producteurs de fruits et légumes et aux exploitations viticoles. Le texte qui nous est soumis vise donc seulement à répondre aux enjeux de court terme, mais à fournir l'instrument d'une politique agricole ambitieuse et rénovée. Je salue au passage le choix du gouvernement de saisir le Sénat en premier sur ce texte. Nous y sommes, Monsieur le Ministre, très sensibles. C'est une marque de confiance dans la qualité du travail sénatorial et cela montre aussi que lorsqu'il y a urgence, nous savons répondre au présent. Nous avons entendu de très nombreux interlocuteurs sur ce texte. Nous avons auditionné une 110 entreprises ou organisations professionnelles. L'objectif est de parvenir à un diagnostic et une analyse partagée. L'ensemble des personnes rencontrées s'accordent sur un point. Le fonctionnement de l'économie agricole est aujourd'hui gravement perturbé. 3 caractéristiques constituent les marqueurs de cette perturbation. Première, l'instabilité des prix est devenue extrêmement forte d'une campagne à l'autre, mais aussi
Au cours d'une même année, l'agriculteur n'a plus de visibilité, plus de repères, tellement les prix varient. Il ne s'agit plus de production saisonnière très marquée par les conditions climatiques, comme les fruits d'été, mais de toutes les productions. Deuxième caractéristique, qui est, elle, moins nouvelle, le producteur a peu de pouvoir d'influer sur les cours, malgré les efforts d'organisation qui doivent encore être poursuivis. Les agriculteurs restent petits et faibles face à l'aval des filières beaucoup plus concentrées. Troisième caractéristique, l'agriculture est désormais pleinement exposée à la concurrence internationale. Avec les réformes successives de la PAC, ce sont les prix mondiaux qui s'imposent aux agriculteurs européens et qui guident les marchés. Il est illusoire de penser construire une quelconque digue pour échapper aux prix mondiaux. Si nous sommes trop chers, l'industrie ou la distribution se fourniront à l'étranger. Cela commence déjà aujourd'hui. Face à ces évolutions, le monde agricole porte une double demande d'organisation et de régulation. La loi de modernisation de l'agriculture est un des leviers d'une stratégie globale consistant à orienter la politique agricole vers plus de régulation. Je constate d'ailleurs avec intérêt l'évolution des jugements sur ce texte. Ne nous faisons pas d'illusions. La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche n'est pas une baguette magique qui va résoudre d'un seul coup l'ensemble des problèmes de la filière agricole. Aucune loi nationale concernant l'agriculture ne saurait l'être d'ailleurs. Il faut juger le texte pour ce qu'il est, une boîte à outils qui met en place des instruments utiles pour leur combinaison, contrats, interprofessions, moralisation des relations commerciales dans les fruits et légumes, assurances, plan régional d'agriculture durable, foncier agricole. Toutes les mesures proposées vont dans le bon sens, celui du rééquilibrage des forces par une meilleure organisation des producteurs, de la restructuration des marchés, mais aussi de l'organisation des filières. La Commission n'a pas remis en cause l'équilibre général de la loi de modernisation agricole, mais l'a beaucoup modifié, adoptant 123 amendements provenant de tous les groupes. La Commission a aussi réduit le nombre d'ordonnances prévues dans le projet de loi. Il y en avait beaucoup et nous avions dit au ministre que nous ne souhaitions pas qu'il y ait beaucoup d'ordonnances et le ministre en a tenu compte, donc nous avons supprimé un certain nombre d'ordonnances, ce dont le Parlement se félicite car c'est important qu'on puisse légiférer dans le texte lorsque le texte est prêt et ne pas attendre les ordonnances. J'ajoute que de même pour les rapports, j'ai pris des positions très claires par rapport aux rapports, le moins possible. Je crois que ça me paraît important. Sur le titre premier, la Commission a approuvé l'orientation prise en faveur d'une politique de l'alimentation, nouveau fondement de la légitimité d'une intervention publique dans l'agriculture. C'est la première fois qu'on voit dans un texte de loi l'alimentation qui dépend du ministère de l'Agriculture. Monsieur le ministre, merci d'avoir justement choisi de mettre l'alimentation dans le texte de loi de modernisation de l'agriculture, car tout est lié en matière agricole et de consommation. Le contenu du programme national pour l'alimentation a été enrichi, notamment pour permettre des actions en faveur des circuits courts. L'alimentation passe par la connaissance des produits alimentaires que l'on consomme. Aussi, la Commission a ajouté un article 1er bis qui fournit une base juridique pour imposer l'étiquetage obligatoire de l'origine des produits alimentaires, bruts ou transformés. Les modalités d'application sont envoyées au décret, mais cet article va permettre d'avancer et la Commission appuie par son texte la position de la France dans les négociations menées actuellement au niveau européen pour modifier le règlement sur l'étiquetage des denrées alimentaires. Nous considérons que connaître la provenance de ce que l'on mange est un droit fondamental du consommateur. La Commission a enfin ajouté, au titre premier, un article concernant la formation obligatoire des professionnels en matière d'hygiène alimentaire et, sur proposition de notre collègue Françoise Férat, un article pour moderniser l'enseignement agricole. Le titre 2 est le cœur du texte. Nous avons souhaité en améliorer la rédaction pour que chacun des outils qu'il contient soit plus efficace. Sur l'article 3, relatif aux contrats obligatoires, le texte de la Commission met en place un principe de subsidiarité. L'intervention des pouvoirs publics pour imposer le contrat ne sera possible que si l'interprofession n'arrive pas à s'entendre. Ça me paraît un texte très important. Sur les articles 4 et 5, la Commission a renforcé l'encadrement des pratiques commerciales dans le secteur des fruits et légumes en décidant que toute vente de fruits et légumes devra faire l'objet d'un accord de prix conclu à l'avance, interdisant de fait la pratique du prix après vente, le PAV,
et qu'il ne pouvait plus y avoir les 3 R, remise, rabais, ristourne. D'ailleurs, Monsieur le Ministre, vous l'avez rappelé tout à l'heure, alors que votre texte initial ne prévoyait une telle interdiction qu'en cas de crise conjoncturelle, mais nous avons voulu, au titre de la Commission de l'économie, justement, prévoir que la suppression totale des remises, rabais, ristournes. Sur l'article 6, l'Observatoire des prix et des marges s'est vu doté d'une visibilité accrue à travers la désignation d'un président et les moyens financiers correspondants. Car si on met un président sans moyens financiers, il faut que ce président et son équipe aient les moyens justement de faire fonctionner justement l'Observatoire des prix et des marges, car la Commission l'a souhaité aussi, renforcer l'Observatoire des distorsions de concurrence, ça me paraît aussi non négligeable, pour comparer les mesures prises dans notre pays et celles prises à l'étranger, en Europe et dans les pays tiers, et qui concernent l'agriculture. J'ajouterai que hier après-midi, Monsieur le Ministre, vous l'avez rappelé, à l'initiative du Président de la République, nous sommes réunis et s'est tenue une réunion à l'Élysée avec tous les représentants de la grande distribution. Le Président Maureen était lui-même présent et les organisations professionnelles, le ministre Bruno Le Maire et Hervé Novelli également présents, pour justement signer avec les représentants de la grande distribution un accord de modération des marges de leur distribution applicable à l'ensemble des fruits et légumes frais pendant les situations de crise conjoncturelle. C'était hier après-midi. Donc je pense que c'est un point important et qu'il fallait le souligner. Sur l'article 7, la Commission a renforcé la capacité à agir des interprofessions, notamment concernant l'élaboration d'indicateurs de tendance des marchés. L'idée n'est pas d'aboutir à des prix administrés, mais de donner aux acteurs les éléments contribuant à leur information. Les producteurs sont souvent mal informés et cela ne contribue pas à les mettre en situation de force dans les négociations. Sur l'assurance contre les aléas climatiques, Monsieur le Ministre, vous allez parler également, notre Commission a approuvé l'orientation consistant à aller vers sa généralisation. La loi de modernisation de l'agriculture s'inscrit dans le prolongement de la loi d'orientation agricole et des décisions prises par la France dans le cadre du bilan de santé de la PAC de mobiliser 100 millions de plus pour subventionner les primes d'assurance contre les aléas climatiques. Je voudrais en profiter pour remercier notre collègue Daniel Soulage, qui a beaucoup travaillé depuis plusieurs années sur ces problèmes d'assurance climatique, et notre commission a adopté un amendement commun entre Daniel Soulage et votre rapporteur, permettant de clarifier les règles de fonctionnement du Fonds national de gestion des risques en agriculture. Enfin, si nous partageons l'idée que l'agriculteur est un entrepreneur qui doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour gérer les risques sur son exploitation, nous n'avons pas souhaité permettre la création par ordonnance d'un statut d'agriculteur entrepreneur qui suscitait trop d'interrogations. Sur le titre 3, la Commission a procédé à 2 modifications importantes. À l'article 13, la nouvelle taxe sur les plus-values de cession des terrains agricoles devenue constructive a été supprimée. Elle n'était pas illégitime. Mais dès lors qu'il s'agissait avec elle de lutter contre la surconsommation des terres agricoles, il fallait en affecter le produit à des actions tendant au maintien d'activités agricoles sur le territoire, notamment, et Monsieur le Ministre, vous l'avez rappelé tout à l'heure, en faveur de l'installation des jeunes agriculteurs. C'est un point important, parce que si on crée une taxe, il faut l'affecter. Donc, à l'installation des jeunes, ça nous paraît primordial pour le futur, justement, de notre agriculture. Il n'est pas possible de prendre une initiative parlementaire en ce sens, mais nous attendons du gouvernement des propositions durant la discussion de cet article en séance. La deuxième modification concerne la forêt. La Commission a institué le compte d'épargne d'assurance forestière dans le but d'aider au développement du marché de l'assurance des bois et forêts. La forêt française reste en effet une belle endormie qu'il convient de davantage exploiter plutôt que de recourir à des importations de pays ne respectant pas toujours les règles d'une gestion durable de leurs forêts. Je laisserai mon collègue corapporteur Charles Revet vous parler du titre 5 relatif à la pêche et à l'agriculture, et aussi à l'aquaculture, parce que je sais qu'il y tient beaucoup. Le titre 5, enfin, a été modifié pour permettre la pleine application de la loi de modernisation de l'agriculture à l'outre-mer.
La Commission ne s'est pas contentée d'examiner les dispositifs proposés dans le projet de loi du gouvernement. Elle a, de sa propre initiative, ouvert 2 chantiers. L'accompagnement à l'installation fait l'objet de 2 articles additionnels, notamment afin d'encourager l'installation sous forme sociétaire. Là aussi, les professionnels attendent une unification du statut social des porteurs de projets d'installation, sur lequel nous espérons des propositions du gouvernement. La Commission a également ouvert un volet social et fiscal dans la loi de modernisation de l'agriculture, car la question des charges est fondamentale. Elle a adopté plusieurs dispositifs fiscaux sur lesquels nous pourrons revenir en détail durant la discussion du texte. Certes, les mesures proposées ne représentent pas des sommes faramineuses, mais nous avons essayé, compte tenu du contexte, d'obtenir des avancées. J'espère que la discussion en séance permettra quelques avancées supplémentaires, car nous avons encore des attentes. Sur l'assurance, il est indispensable, pour permettre son développement, de mettre en place un dispositif pouvant aller jusqu'à la réassurance publique, en complément de la réassurance privée, pour faire face à des événements climatiques exceptionnels et massifs. Il y a aussi des attentes en dehors du champ du texte, notamment face à la crise. Il est souhaitable que l'État joue un rôle d'accompagnement et de réorientation des agriculteurs. La seule alternative ne doit pas être l'arrêt de l'activité. Il faut aider à la reconversion des exploitations lorsque cette reconversion leur permet d'être viables à moyen terme. Enfin, vous le savez, Monsieur le ministre, nous avons des attentes au niveau européen. La Commission des affaires européennes, présidée par Jean Bizet, et la Commission de l'économie, présidée par Jean-Paul et Maureen, viennent de créer un groupe de travail commun sur la réforme de la politique agricole commune. Le Parlement devra aussi peser sur les négociations. Lors de la discussion de la loi de modernisation, nous devons réaffirmer notre souhait d'une meilleure régulation européenne des marchés pour porter plus fort encore cette exigence auprès de nos partenaires européens, nombreux à se rallier aujourd'hui à cette position grâce au concours précieux, bien sûr, du ministre Bruno Le Maire. Je terminerai, et je dirai ma conclusion, sur 2 mots-clés, la compétitivité et la modernisation. La compétitivité est aujourd'hui essentielle. Elle n'est pas un choix, mais une contrainte. Nous ne devons pas limiter notre recherche à la compétitivité coût. L'agriculture française est riche de ses filières de qualité, mais aussi de ses terroirs. Sachons aussi les valoriser et nous permettre à tous une agriculture de petite et moyenne exploitation de trouver leur place dans l'économie agricole avec des niveaux de rémunération acceptables. La modernisation est un outil et un mouvement perpétuel. Parler de modernisation aujourd'hui ne signifie pas que l'agriculture française ne s'est pas modernisée pendant toutes ces années. Au contraire, beaucoup d'efforts ont été faits. Il s'agit de donner à notre agriculture simplement les armes pour se battre dans la compétition mondiale. Le texte de la loi propose un chemin qui n'est ni le tout marché, ni la régulation avec les outils du passé, que la France n'a au demeurant pas les moyens de mettre en œuvre toute seule. Aux illusions des proclamations vaines, je préfère la responsabilité des acteurs. Ce texte traduit une profonde confiance dans notre agriculture, mais aussi dans sa capacité à rebondir après la crise. Car l'agriculture reste essentielle dans notre pays. Comme le disait le président de la République dans une récente interview à la presse spécialisée agricole, l'agriculture, en matière économique, c'est aussi important que le spatial, que l'aéronautique ou que l'industrie. J'ajouterai que l'agriculture, c'est vital également pour la vie de nos territoires, dans tous ses aspects, pas seulement économiques. Je ne doute pas que nos travaux en séance seront l'occasion d'échanges passionnants et passionnés et de nouveaux enrichissements à ce projet de loi. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le rapporteur. La parole est maintenant à notre collègue Charles Revet, rapporteur de la Commission de l'économie. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'interviens devant vous en ma qualité de co-rapporteur. Gérard César l'a dit tout à l'heure, je souligne la qualité du travail que nous avons fait en commun
avec les services du ministère. Et donc, je suis co-rapporteur du projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, chargé du volet sur la pêche et l'aquaculture. Si l'on a beaucoup entendu parler de la LMA, on a parfois tendance à oublier le P. Or, le volet pêche et aquaculture n'est pas anecdotique. Avec 6 articles, le titre 4 répond à un double impératif: développer l'exploitation de la mer et moderniser la gouvernance des pêches maritimes et de l'aquaculture. Je me permets d'abord d'insister sur l'impératif de développement de la production. La France importe aujourd'hui 80 à 85% des produits de la mer que nous consommons, alors que la France dispose, avec les États-Unis, de la plus grande zone économique maritime du monde. Avec une façade maritime immense, même lorsque l'on ne prend en compte que la façade métropolitaine, et plus encore si l'on considère l'immensité des espaces maritimes outre-mer, il y a là un grand paradoxe. Au sein des produits de la mer, l'aquaculture marine est très peu développée. Elle repose essentiellement sur la conchyliculture et, au sein de celle-ci, sur l'ostréiculture. La pisciculture marine est marginale, avec moins de 8 000 tonnes de production chaque année et un chiffre d'affaires d'un peu plus de 50 millions d'euros. Nous ne sommes pas à la hauteur des potentialités de notre pays. Il nous faut impérativement les développer pour améliorer la couverture de nos besoins d'abord, parce qu'ensuite, la mer est un enjeu important pour la couverture des besoins alimentaires de l'humanité demain. Suivant les recommandations du rapport Tanguy de 2008, il prévoit un zonage des sites propices à l'aquaculture sur le littoral, car l'absence de carte des sites possibles constitue le principal obstacle aux projets dans ce domaine, qui, du coup, sont constamment contestés au titre d'usages différents et peut-être plus rémunérateurs du littoral. La Commission a souhaité améliorer le texte en renforçant le schéma régional de développement de l'aquaculture, qui devra être établi dans l'année suivant la promulgation de la loi et sera mis sur le même plan que les autres documents de planification. Par ailleurs, la Commission a introduit un article additionnel pour davantage mettre en cohérence les schémas qui régissent l'utilisation du littoral à travers une conférence régionale sur l'utilisation de la mer et du littoral qui se réunirait tous les 5 ans. En effet, les différents schémas ne doivent pas conduire purement et simplement à empêcher l'activité économique de prospérer sur le littoral. Or, cette tendance est à l'œuvre et constitue une menace sur notre potentiel de production de produits de la mer. Mettons donc un terme à cette évolution pour retrouver le chemin de l'ambition en matière de pêche et d'aquaculture. Moderniser la gouvernance de la pêche et de l'aquaculture constitue le second objectif du projet de loi. Plusieurs outils sont mobilisés dans ce sens. Tout d'abord, scientifiques et pêcheurs sont encouragés à développer une analyse commune de l'état de la ressource au sein d'un comité de liaison scientifique et technique. Il faut quand même qu'ils constatent ensemble la réalité des choses et cela devrait permettre d'améliorer et d'éviter des conflits. La Commission a approuvé cette création en prévoyant également que les analyses devront pouvoir être effectuées en situation réelle à bord des navires de pêche. Ensuite, le texte donne davantage de responsabilités aux organisations de producteurs, gestionnaires des sous-quotas, et elles distribueront désormais également les autorisations de pêche pour les espèces sous quotas communautaires et disposeront de davantage de pouvoirs de sanction sur leurs membres afin d'améliorer le contrôle des pêches. La Commission a également approuvé cette orientation. Enfin, le dernier axe d'amélioration de la gouvernance
concerne l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et élevages marins. Resserrée autour des seuls producteurs, elle voit le nombre de ces structures réduit autour du Comité national des pêches, des comités régionaux et des comités départementaux qui absorbent les comités locaux. La profession n'a plus en effet les moyens d'entretenir une organisation pléthorique et une réforme s'imposait. Cela n'interdit pas le maintien à l'échelon local d'une structure de proximité dès lors qu'il en apparaît la nécessité et le potentiel. La discussion de l'article 21 permettra peut-être de préciser les missions et le fonctionnement des comités de pêche à leurs différents niveaux. L'article 22 réforme pour sa part l'organisation professionnelle de la conchyliculture dans le même sens. Je signale enfin que la Commission a fait œuvre utile en précisant directement la procédure d'information et de consultation du public qui serait suivie sur les décisions publiques concernant l'exercice de la pêche maritime, que le texte initial renvoyait ce soin à une ordonnance. Je souhaiterais à ce stade faire une rapide parenthèse pour indiquer que la courte période séparant le passage du texte en commission et le passage en séance a été marquée par la publication le 7 mai de 4 ordonnances prises en application de la loi de simplification du droit de 2009 qui ont renuméroté certaines parties du Code rural et qui ont intégré les divers textes législatifs concernant la pêche maritime et l'aquaculture au sein d'un titre neuf du Code rural, rebaptisé pour l'occasion Code rural et de la pêche maritime. Cela m'oblige, ainsi que Gérard César, à vous présenter plusieurs amendements de coordination avec la nouvelle numérotation. Espérons que nous y retrouverons, car cela ajoute un degré de complexité à l'examen de ce texte. Je ferme la parenthèse. Pour revenir au fond, la partie pêche et aquaculture du projet de loi n'est donc pas la partie la plus visible du texte, mais n'en est pas le parent pauvre. Toutefois, il faut noter que, comme sur l'agriculture, nous sommes ici dans un domaine fortement soumis à la réglementation communautaire. Une discussion est actuellement en cours sur la réforme de la politique commune de la pêche. Le mémorandum français établi en février 2010 a jeté les bases de la position française attachée à une approche responsable et équilibrée de l'exploitation de la mer et au maintien d'une intervention publique substantielle. Cette vision est largement partagée, mais les enjeux de la pêche ne se réduisent pas à la politique commune. J'espère que la discussion du titre 4 de la loi au Sénat permettra d'évoquer 4 aspects essentiels à mes yeux au bon fonctionnement du secteur de la pêche. Premier aspect, comme dans l'agriculture, l'avenir de la pêche passe par l'installation de jeunes. Or, les investissements initiaux sont colossaux. Nous devrons donc être capables de mobiliser des financements pour l'acquisition de nouveaux bateaux plus performants, notamment sur le plan énergétique, et pas seulement pour sortir de la flotte des navires obsolètes. Deuxième aspect, l'avenir de la pêche passe par la construction d'un instrument performant en aval. La transformation est un facteur clé du succès des filières. La coquille Saint-Jacques en constitue un bon exemple, avec des usines de surgélation qui absorbent les pics de production. Troisième aspect, la question des rejets devra être traitée plus efficacement qu'aujourd'hui, car elle est à la fois inacceptable sur le plan écologique et sur le plan économique. Il s'agit là, je dirais même presque du point de vue humanitaire, il s'agit là d'un scandale d'autant plus choquant que des taux de rejet pouvant atteindre 50% sont signalés. Ne jetons pas la pierre aux pêcheurs. C'est l'absurdité des réglementations qui explique souvent l'importance des rejets. Dernier aspect, nous devrons nous pencher aussi sur le développement de la pêche lointaine
en particulier à partir des territoires ultramarins. De larges espaces maritimes ne sont pas soumis à des limitations de capture. La flotte française ne capte pourtant qu'une infime partie du potentiel de la pêche. Ainsi, autour des Kerguelen, il serait vraisemblablement possible d'augmenter nos capacités de pêche. Même si beaucoup de ces aspects ne font pas directement l'objet du texte qui nous est soumis, nous devons avoir ces problématiques à l'esprit lorsque nous légiférons sur la pêche et l'aquaculture. Personne ne nous demande en effet de renoncer à avoir une pêche et une aquaculture compétitives. Je m'attacherai durant cette discussion à défendre les ambitions des pêches françaises et de l'aquaculture. Il y a là, je l'ai dit, un potentiel important que nous avons le devoir de développer. Il nous appartient de mettre en place les moyens. Je vous remercie de votre attention. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Jean Bizet, président de la Commission des affaires européennes. Monsieur le ministre, mes chers collègues, Madame la Présidente, nous sommes tous ici des familiers du monde agricole. Notre présence nombreuse n'est qu'un faible écho à la détresse de nombreux agriculteurs, notamment dans le secteur laitier, que dans la Manche nous connaissons bien. La LMA est à la fois un appui dont ils ont besoin et une étape dans le retour de la confiance du monde agricole. Ce moment est un moment d'écoute et d'espoir, mais il doit être aussi un moment de vérité, des vérités au pluriel, mais quand elles ne sont ni faciles à dire, ni agréables à entendre. Car si la situation française est bien connue de tous, le contexte européen n'est guère plus favorable et même, à certains égards, plutôt anxiogène. Tout d'abord, malgré les discours apaisants du commissaire européen à l'agriculture, les agriculteurs ont quelques raisons de craindre que la Commission et certains États membres préparent le démantèlement de la PAC. Les DPU sont contestés, les aides de marché s'effritent, le concept même d'intervention est suspect, tandis que celui de la régulation peine à trouver un contenu correct. Seul le deuxième pilier semble trouver des appuis, mais c'est presque pire pour tous les agriculteurs producteurs qui ne peuvent se résoudre à ce glissement vers le développement rural et paysager. Ainsi, année après année, le cadre institutionnel semble se désagréger. Nos agriculteurs ont le sentiment diffus de la fin d'une époque, ou pire encore, d'un abandon. Bien sûr, cela ne vient pas de la France. Nous avons tous entendu les propos du président de la République annonçant sa plus ferme détermination, mais l'impression générale reste dans ce lent délitement. Le deuxième élément anxiogène est l'évolution du marché européen. Cette mise en perspective était l'objet du rapport que la Commission des affaires européennes m'avait confié l'année dernière sur le prix du lait. Comment nous situons-nous par rapport à nos partenaires? Quelles sont les perspectives? Sur ces deux points, il faut admettre que nous pouvons avoir quelques inquiétudes. Concernant les prix, il y a aujourd'hui un différentiel de prix qui n'est pas favorable à la France, moins 15% avec l'Allemagne, jusqu'à moins 30% avec d'autres pays. Or, tant qu'il y avait des quotas, les marchés nationaux étaient relativement cloisonnés. Sans les quotas, le marché est ouvert et par conséquent, les prix sont comparés. Un industriel qui produit pour le marché communautaire peut-il vendre au prix européen et acheter au prix français? Peut-on reprocher à nos compétiteurs d'essayer de tirer parti de leur avantage prix? Or, cette compétition européenne n'en est qu'à son tout début, comme le montre l'analyse des marchés en 2009. En effet, face à la crise du secteur laitier, il y avait deux stratégies possibles. L'une a consisté à réduire les volumes pour faire remonter les prix, c'est la stratégie française et de plus de la moitié des pays membres de l'Union européenne. L'autre a consisté à compenser les prix par les volumes. C'est la stratégie allemande et des pays d'Europe du Nord qui ont des prix très compétitifs. En France, les importations de lait en provenance d'Allemagne ont bondi de 60% au cours de l'année 2009.
Les grands groupes laitiers d'Europe du Nord sont eux aussi dans cette stratégie de développement au sud, c'est-à-dire chez nous. On ne peut les blâmer. On ne peut se plaindre d'une concurrence quand elle nous est défavorable et s'en satisfaire quand elle nous est profitable, car si la compétition est dure sur le lait, mais nous en profitons aussi sur d'autres produits, il y a des divergences entre secteurs. Alors, effectivement, Monsieur le Premier ministre, alors comment répondre? La pire des choses serait de se renfermer. On ne peut créer des alliances sur la PAC en renversant les camions de nos partenaires. En revanche, je pense qu'il y a deux issues différentes mais complémentaires. Soit jouer la concurrence, et nous avons des marges et des atouts pour gagner en compétitivité, soit jouer la carte de la valeur ajoutée en organisant des filières, en impliquant les producteurs dans la fabrication de produits finis ou dans la commercialisation, en créant des concepts, en quittant le seul segment de la production pour s'approcher du consommateur. Le premier but de la LMA est d'opérer cette préparation. Dans ce contexte européen, particulièrement difficile pour nos éleveurs, la LMA est aussi l'occasion de planter quelques jalons qui pourraient être utiles pour la préparation de la prochaine PAC. La première bataille à conduire est celle des mots et des idées. L'indépendance et la sécurité alimentaire doivent rester des objectifs prioritaires et non négociables. C'est important pour nous, Européens, mais aussi pour les autres. Nous ne pouvons faire reposer la sécurité alimentaire sur des approvisionnements extérieurs, comme le voudraient les tenants de la spécialisation internationale. Ce qui était vrai hier l'est encore plus aujourd'hui dans le nouveau contexte d'extrême volatilité des prix. Car l'Europe pourra toujours payer pour se nourrir, quel que soit le prix, tandis que les plus pauvres ne le pourront pas et seront évincés. La sécurité alimentaire de l'Europe est aussi la sécurité alimentaire de tous. Ces deux concepts doivent rester au cœur de la stratégie européenne. En revanche, je crois qu'il nous est possible de prendre quelques distances avec des notions qui nous sont familières, mais qui heurtent souvent nos partenaires. Je pense, par exemple, à la préférence communautaire. C'est une demande des agriculteurs nationaux et il est normal, Monsieur le Ministre, que vous y ayez prêté attention. Mais une vision européenne m'oblige à tempérer cette ardeur. Il y a toujours eu un débat autour de ce concept, jugé parfois protectionniste. Mais dans la stratégie d'alliance que j'appelle de mes vœux, il nous faut écouter nos partenaires. Pour être clair, ils n'en veulent pas. Faut-il en faire un drame? Ne serait-il pas possible de nous retrouver sur des concepts de substitution plus acceptables, voire plus positifs? Une politique de proximité et d'excellence aurait le même effet qu'une politique de préférence, mais sans avoir les inconvénients. Si nous voulons sauver la PAC, il faut retravailler les concepts. Le débat sur la LMA est l'occasion de ce travail. La deuxième bataille européenne est celle de l'organisation. La répétition des crises en Europe dans différents domaines a mis en lumière le défaut de réactivité et d'hétérogénéité entre États membres. Ces handicaps s'appliquent aussi à la PAC. La dérégulation a entraîné la volatilité des prix. Il est important d'ajuster le temps politique au temps des marchés et par conséquent de donner de la réactivité à l'action européenne. De même, la concurrence sera d'autant mieux acceptée que les producteurs ont le sentiment que les règles sont équitables et respectées. La crise monétaire a montré l'importance qu'il fallait accorder à la discipline collective. C'est aussi le cas en agriculture, bien entendu. Attention toutefois aux comparaisons trop hâtives et partielles. Il suffit de circuler en Europe pour se rendre compte que chaque État se plaint des pratiques de son voisin concurrent qui lui-même dénonce en retour telle ou telle disposition qu'il juge déloyale. Je crois que nous n'avons rien à gagner à ce grand déballage qui ne sera jamais exhaustif et manque de faire éclater l'homogénéité qui nous reste. Plutôt que de nous déchirer pour trouver des fautifs, il nous faut au contraire une réflexion sur ce que la PAC nous a apporté collectivement. N'ayons pas peur de l'évaluation qui déterminera, j'en suis convaincu, sa valeur ajoutée européenne, curieusement contestée aujourd'hui. La réforme de la PAC est anxiogène parce qu'elle est portée par un discours d'abandon. Il faut trouver un discours positif. Je crois que les agriculteurs sont d'accord pour les nouvelles règles du jeu
à condition d'avoir les outils pour participer et les atouts pour gagner. En d'autres termes, je crois que la LMA peut, à travers la contractualisation, organiser les rapports entre producteurs et fabricants et tendre à les rééquilibrer. La LMA est une étape vers la maturité d'un secteur plus organisé, mais il faudra aussi donner les chances aux producteurs de peser dans la négociation, fût-ce en faisant évoluer le droit de la concurrence. La LMA est une occasion pour redonner du sens à l'action collective. La PAC ne sera sauvée que si l'opinion publique a le sentiment qu'elle est utile, qu'elle lui est utile. N'ayons pas peur d'ouvrir les portes, de travailler en commun avec nos partenaires, comme avec le citoyen consommateur. C'est ensemble que nous devons négocier ce tournant de l'histoire. C'est ensemble que nous réussirons. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Odette Herviaux pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'agriculture et la pêche connaissent une situation de crise sans précédent. C'est un constat que tout le monde fait. Perte de revenus de plus de 30%, remboursement d'aides pour certains versés alors que ce n'était pas eurocompatible, incertitude quant à l'avenir de la PAC après 2013. Notre responsabilité collective est donc majeure. Il s'agit à la fois d'apporter des réponses aux situations de détresse qui se multiplient, mais aussi de proposer des perspectives d'avenir crédibles à nos agriculteurs et à nos pêcheurs qui en ont tant besoin. Malheureusement, le texte qui nous est soumis, Monsieur le Ministre, nous semble éloigné de ces objectifs. Même si je salue le travail collectif qui a été fait, le travail important des rapporteurs et de la Commission, je crains que ces mesures ne se révèlent finalement assez peu efficaces. Car les racines du mal, nous le savons tous, résident tout d'abord dans les impasses du modèle libéral, tant au niveau mondial qu'européen et national. Loi du marché, libre-échange, dérégulation n'ont fait qu'accentuer la volatilité des prix agricoles, aggraver les crises alimentaires et amplifier la spéculation. Cette crise du monde agricole d'aujourd'hui illustre les dérives d'un modèle à bout de souffle, privilégiant le court terme et la recherche effrénée de la production au moindre coût. En l'espèce, la question du prix des productions et des mécanismes de formation de ce qui reste une question cruciale. Depuis la moitié des années 95 et encore plus récemment, rappelez-vous les promesses de mondialisation heureuse, les chantres de la libéralisation et de la mise en concurrence de toutes les productions et services ont ainsi prétendu qu'elles constituaient les solutions miracles aux déséquilibres internationaux. Nous avons, hélas, pu en observer les effets destructeurs. Et à cet égard, depuis 2002, les gouvernements successifs ont contribué à cette dérive qui a structurellement affaibli notre modèle de pêche et d'agriculture. Qu'il s'agisse de la loi d'orientation agricole de janvier 2006, dont le but affiché n'était à notre avis que de faire des exploitations agricoles des entreprises comme les autres, qu'il s'agisse de la loi de modernisation de l'économie d'août 2008, qui n'a eu aucun effet sur les prix à la consommation, tout en permettant à la grande distribution d'imposer aux exploitants agricoles et aux transformateurs des prix de moins en moins rémunérateurs, qu'il s'agisse du bilan de santé de la PAC, adopté sous présidence française, et qui a marqué un pas de plus vers la dérégulation. Et pourtant, alors qu'à cette même tribune, nous n'avons, pendant toutes ces périodes, cessé d'entendre que les produits agricoles ne devaient pas être traités comme des biens de consommation comme les autres, force est de constater qu'au niveau des négociations mondiales, rien ne semble bouger. Les règles de l'OMC ne prennent quasiment pas en compte les facteurs non commerciaux, tels que la reconnaissance primordiale du droit à la santé, le principe de précaution, le droit à une alimentation suffisante et saine, la lutte contre le changement climatique, les respects des ressources naturelles et de la biodiversité, sans parler, bien entendu, du respect des normes sociales. Y aura-t-il enfin, bientôt, Monsieur le Ministre, une véritable volonté de la France, mais aussi de l'Europe, bien entendu, afin de faire appliquer de nouveaux facteurs légitimes dans les négociations commerciales, garantissant la reconnaissance des spécificités de l'agriculture européenne. Mais plus grave encore,
demeure le problème récurrent de l'affaiblissement programmé des finances de l'État. Les lois de finances proposent chaque année un budget agricole sous-dimensionné et des moyens humains inadaptés sur le terrain pour accompagner les agriculteurs, ce qui laisse donc la place à une gestion de crise par à-coups et peu de vision sur le long terme. À quoi cela sert-il d'afficher une volonté de réguler les relations commerciales s'il n'y a plus de moyens humains pour les contrôler? Pourquoi promettre des outils de gestion quand il n'existe aucun moyen de les mettre en œuvre et de les évaluer dans des bonnes conditions sur le terrain? Dans un tel contexte, je déplore aussi le dévoiement, si je peux appeler cela comme ça, du fameux article 40, car, première remarque, la taille du crible est parfois différente selon l'origine des amendements, mais c'est vrai que nul n'est à l'abri d'un oubli. Mais par contre, nos amendements destinés à simplement réaffirmer l'importance du rôle soit de l'ex-DGCCRF, de la DSV ou des moyens de contrôle de votre ministère ont été frappés par l'article 40, alors que nous réclamions simplement que l'État s'engage à assumer et à assurer ses responsabilités. Si cela n'est pas de la rigueur, voire de la récession, qu'est-ce que c'est? Le nécessaire rééquilibrage des comptes de l'État ne doit pas sacrifier les outils de gestion et d'intervention essentiels et opérer indistinctement des coupes sombres dans les budgets ministériels stratégiques. Celui de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche fait partie de cela et je vous cite tout à l'heure, Monsieur le Ministre, vous avez dit « secteur stratégique pour la nation » et je partage cette analyse. Il conviendrait donc que votre gouvernement réfléchisse aux impasses d'une politique fiscale particulièrement injuste au plan social et singulièrement improductive au plan économique. Il y va de la place de notre économie, du maintien des emplois de nos agriculteurs et de nos pêcheurs, de la vitalité de nos territoires et de l'équilibre alimentaire de l'Europe. Et pourtant, comment croire encore le président de la République lorsqu'il prétend abandonner le dogme libéral et promouvoir de nouvelles régulations sans en définir plus concrètement le contenu? Menacer la grande distribution tout en défendant et en préservant la LME. Faire la promotion du Grenelle II après avoir déclaré que les normes environnementales, ça suffit. Enfin, réunir les partenaires la veille du débat pour tenter de régler le problème sans attendre l'examen et le vote du projet de loi dont nous débutons l'examen aujourd'hui. Pour quelle promesse? Alors je ne vais pas utiliser les mêmes termes que certains des quotidiens nationaux ou régionaux, mais quand même, se recentrer uniquement sur les périodes de crise concernant les fruits et légumes, alors que toutes les filières souffrent, je crois que la manifestation des céréaliers, il y a quelques semaines, est symptomatique des limites du modèle productiviste orienté vers des exportations. Ceux qui sont censés être les plus compétitifs et qui l'ont prouvé, qui reçoivent le plus d'aides européennes, ont aussi été rattrapés par la crise. Face donc aux désillusions et à la perte de confiance du monde agricole, le texte entend généraliser la contractualisation dans un cadre privé. Si cette dernière présente l'avantage indéniable de clarifier les relations entre producteurs et acheteurs et d'anticiper ce que sera peut-être la future PAC, elle ne remplacera en rien l'utilité d'une régulation publique de l'offre agricole à l'échelle européenne. Elle ne prend par ailleurs pas en compte les services rendus par les agriculteurs sur l'ensemble de nos territoires et qui ont été reconnus notamment par les CTE. En outre, ce texte ne prête que peu d'attention aux hommes, je veux dire simplement aux jeunes qui souhaitent s'installer, aux plus âgés en recherche de transmission ou de reconversion, aux retraités n'arrivant pas à s'en sortir avec leur maigre pension, et si on met cela en pendant de ce que l'on veut faire sur la protection du foncier, il y a des questions à se poser. À ce titre, l'Europe sociale que nous appelons de nos vœux consiste non pas à aligner le coût de la main-d'œuvre agricole française sur celle de certains de nos partenaires européens, mais à enclencher une dynamique d'intégration par le haut. Enfin, en ce qui concerne, Monsieur le Ministre, le secteur de la pêche, je rappellerai tout d'abord que lors d'une conférence à Bruxelles en décembre dernier sur le livre vert, très nombreux étaient ceux qui ont préconisé
une plus grande décentralisation de la politique commune des pêches, afin de prendre en compte certaines spécificités régionales et reconnaître la diversité des activités impliquant tous les intervenants du secteur. Il apparaît clairement que seule une approche territorialisée demeure susceptible de proposer une alliance solide entre l'exigence environnementale, la performance sociale et le dynamisme économique. L'uniformisation et la recentralisation de ce secteur que vous préconisez dans le texte ne me semblent pas tenir compte de la totalité de ces souhaits. Car, pour leur part, les dispositions relatives à la pêche portent essentiellement sur la structuration et l'organisation de la filière. L'abandon du caractère interprofessionnel des comités des pêches contredit ainsi la recherche d'une efficacité économique, tandis que l'abandon de la gestion de la ressource aux organisations de producteurs, qui, je le rappelle, ne représentent pas tous les professionnels, peut représenter un risque de régression écologique par rapport à l'implication des comités. Ces comités locaux, que vous sacrifiez sur l'autel de la rentabilité, ont pourtant fourni toutes les preuves de leur utilité sociale et écologique, qu'il s'agisse de leur implication dans la mise en place des zones protégées, de la représentativité équilibrée de tous les acteurs, armateurs, patrons pêcheurs, mais aussi marins salariés. Et selon les régions, leur histoire et leurs liens au territoire sont différents, mais très forts. Dans beaucoup de ports, notamment dans la région Bretagne, leur disparition ne peut se concevoir sans amertume forte. Par ailleurs, l'absence de propositions concrètes sur le financement et la pérennisation des ressources déployées dans le cadre de la restructuration de la filière interdit toute projection et plonge les professionnels dans une angoisse bien compréhensible. Notre ambition, Monsieur le Ministre, aurait été de faire de ce texte une vraie loi de modernisation agricole, fondatrice d'une agriculture performante et respectueuse de l'environnement, je dirais éco-productive, rémunératrice mais plus équitable, pourvoyeuse d'emplois et de production variées dans tous nos territoires. Nous formons donc le vœu que vous-même et les rapporteurs de la Commission soyez plus à l'écoute de l'opposition et surtout de la détresse de nos agriculteurs et de nos pêcheurs, faute de quoi nous ne pourrons voter votre loi. Merci, monsieur. Merci, ma chère collègue. La parole est maintenant à monsieur Jean-Michel Baillet pour le groupe du Rassemblement démocratique, social et européen. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, une nouvelle fois, l'agriculture traverse une crise dont on ne perçoit pas l'issue tant elle est profonde, durable et générale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, une baisse des revenus de 32% en moyenne pour toutes les productions et même jusqu'à 53% pour la filière arboricole. Si quelques secteurs comme celui des céréales ont connu récemment, et c'est déjà le passé, 2 ans néfastes avec la montée des cours en 2006 et 2007, l'agriculture est en permanence soumise à des turbulences, et ce depuis de nombreuses années. Déjà en 2005, à l'occasion de l'examen de la loi d'orientation agricole, nous cherchions à lui donner les moyens de faire face à des difficultés conjoncturelles récurrentes. Depuis, chaque année, dans le cadre de l'examen de la mission agriculture de la loi de finances, nous faisons le constat d'un secteur où les incertitudes économiques sont fortes. Bien que très combatif et toujours prêt à s'adapter et à se moderniser, le désespoir gagne le monde agricole. Comment pourrait-il en être autrement lorsque leur travail est en permanence remis en cause, quand ce ne sont pas les aléas climatiques qui mettent régulièrement en danger leurs récoltes, ce sont les aléas sanitaires qui frappent brutalement leurs exploitations, avec, pour couronner le tout, la menace permanente de la volatilité des cours. Quel secteur de la vie économique cumule autant de handicaps venus de l'extérieur et vit ainsi dans une insécurité permanente et la peur du lendemain? Aucun. Le soutien des pouvoirs publics, et donc nous le voyons
indispensable, afin de ne pas laisser disparaître un monde qui, malgré tout, conserve une importante dimension stratégique. En effet, mes chers collègues, la production agricole française porte l'industrie agroalimentaire qui génère tout de même 138 milliards d'euros, contribuant ainsi de manière majeure à la balance commerciale de notre pays. L'agriculture est également garante de l'équilibre et de l'aménagement du territoire. Elle est le poumon de plusieurs milliers de communes dont la vie économique est totalement dépendante de son activité. Et n'oublions pas non plus que le défi alimentaire qui nous attend demain impose de créer les conditions du maintien du plus grand nombre d'exploitations. Dans cette perspective, que nous proposez-vous, Monsieur le Ministre? Une loi de modernisation agricole. Ce texte est naturellement bienvenu quant à son principe, même si l'intitulé surprend. En matière de modernisation, il y a longtemps que les exploitants ont fait preuve d'une grande capacité d'innovation. Au cours des dernières années, malgré un contexte économique défavorable, les rendements se sont améliorés dans quasiment toutes les filières. C'est une question de sémantique, me direz-vous, mais il me semble important de veiller à donner l'image la plus précise et la meilleure possible du monde agricole. Aujourd'hui, les agriculteurs ont surtout besoin d'une palette d'outils leur permettant de contrebalancer la libéralisation des marchés agricoles. Le projet de loi ne va pas vraiment dans cette direction. Je le regrette, et les radicaux de gauche aussi. Certes, il contient quelques pistes de régulation interne soutenables quant à leurs objectifs. Oui, il est utile, Monsieur le Ministre, de renforcer la contractualisation afin d'inscrire l'agriculteur dans une relation transparente et équilibrée avec ses acheteurs. Les producteurs de fruits et légumes attendent la suppression des remises, rabais et ristournes, la fin des prix après-vente et l'encadrement des annonces de prix hors lieu de vente. Un premier pas a été franchi hier soir avec la signature d'un accord de modération des marges et des prix. On peut s'en féliciter. Oui, il est également souhaitable d'encourager l'action des interprofessions pour une organisation plus solide des filières. Oui, on peut aussi débattre sur la façon dont sont organisés les producteurs. Mais une fois que l'on aura examiné tout cela, nous n'aurons pas répondu au problème d'une dérégulation progressive au niveau international, dans laquelle le modèle agricole français, soucieux de performances économiques, mais aussi sociales et environnementales, a bien du mal à s'imposer. L'appel de Paris que vous avez lancé, Monsieur le Ministre, au mois de décembre 2009, a-t-il été bien entendu par nos partenaires européens? Que nous réserve la PAC après 2013? La France recherche une nouvelle régulation tenant compte des efforts des uns et des carences des autres. Nos agriculteurs ne redouteraient pas la concurrence, et nous le savons tous, si celle-ci était loyale. Mais comment accepter que dans un marché commun de plus en plus ouvert, les contraintes qui pèsent sur les agriculteurs soient différentes d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre? L'OMC, au prétexte d'assurer l'accès au marché, ne fait qu'organiser une grande braderie agricole. Dans ces conditions, les agriculteurs français ont un véritable désavantage compétitif. Et le projet de loi soumis aujourd'hui à notre examen ne me paraît pas, hélas, de nature à inverser le cours des choses. Pour apporter une réponse plus immédiate à la crise, il aurait été par exemple utile de prolonger l'effort fait dans la loi de finances rectificative pour 2009 en faveur de l'allègement des charges, un facteur clé de la compétitivité des agriculteurs, mais j'ai cru comprendre dans vos propos d'hier que ce n'était pas la direction dans laquelle nous allons. Mes chers collègues, la situation de l'agriculture est alarmante. Des milliers d'emplois vont encore disparaître si les bonnes réponses ne sont pas apportées dès aujourd'hui. Or, malgré quelques avancées, le projet de loi est globalement décevant et les solutions franco-françaises qu'il propose seront vite dépassées si notre modèle n'est pas mieux défendu au sein des instances internationales. En tout cas, Monsieur le Ministre, les radicaux de gauche considèrent que ce projet de loi ne répond pas à la gravité de la crise que subissent les agriculteurs français. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Gérard Lecam pour le groupe communiste républicain citoyen, sénateur du parti de gauche. Monsieur le Président,
Monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi dit de modernisation de l'agriculture intervient dans un moment où la quasi-totalité des filières sont en crise. Et derrière ces filières, ce sont des hommes, des femmes et des enfants qui souffrent, mais aussi des collectivités locales qui voient leur campagne se vider de leurs paysans et leur agriculture se concentrer à outrance. Si nous partageons la première partie des objectifs que se fixe le gouvernement, à savoir, et je le cite, la nation doit proposer des réponses structurelles au secteur de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture et de la pêche, qui sont stratégiques pour continuer à garantir sa sécurité alimentaire, mais aussi participer à sa dynamique économique, contribuer aux défis énergétiques et environnementaux et répondre aux enjeux de l'aménagement du territoire et du maintien d'un tissu rural actif et performant. A contrario, la seconde partie de ces objectifs montre qu'il s'agit avant tout d'une loi d'adaptation et non d'une loi de modernisation quand il s'agit de préparer, et je cite à nouveau, la poursuite des négociations du cycle de Doha à l'Organisation mondiale du commerce, la réforme de la politique agricole commune de 2013 et de la politique commune des pêches en 2012. S'adapter au cycle libéral et interminable de Doha est pour le moins inquiétant pour notre agriculture. Il faut sortir l'agriculture de ces négociations. S'adapter à la politique commune de la pêche de 2012 et à la PAC de 2013 nous laisse très interrogatifs à la lecture du rapport du député libéral britannique George Lyon, qui propose une PAC plus équitable, plus durable et plus verte. Pour ce monsieur, équitable signifie une agriculture productive et compétitive, bordée d'un filet minimal de sécurité pour gérer la volatilité extrême des marchés. Cet exemple en dit long sur ce à quoi il va falloir s'adapter. Quant à l'aide de base à l'hectare, également prévue en 2013, si elle n'est pas encadrée, elle peut devenir une formidable manne à l'agrandissement démesuré des exploitations au détriment des exploitations de taille humaine et familiale. Alors, modernisation ou adaptation? Dans les deux cas de figure, il faut être vigilant tant le terme de modernisation a pu servir des lois en réalité très régressives. Je voudrais à présent revenir sur le travail de la Commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Notre commission a amélioré un certain nombre de points du texte sans en changer l'économie générale. Nous apprécions cependant la suppression de l'article consacré au statut d'agriculteur entrepreneur, le renforcement des circuits courts, des producteurs de fruits et légumes et de l'Observatoire des prix et des marges, le souhait d'une réassurance publique concernant l'assurance récolte et une meilleure coopération entre pêcheurs et scientifiques, pour ne citer que les principales évolutions. Nous regrettons que la taxe sur les cessions de terrain ait été abandonnée dans ce texte au moment où il aurait été préférable de la revaloriser au profit des collectivités locales et de l'installation des jeunes. Le nouvel article créé par notre commission ayant trait à l'installation sous forme sociétaire est beaucoup trop restrictif au regard de la diversité de la demande. Le lissage fiscal, certes bardé de bonnes intentions, va-t-il concerner l'ensemble des statuts agricoles? Enfin, il est regrettable de ne pas revenir sur les dispositions très négatives de la loi LME, malgré une volonté commune d'une très grande majorité de sénateurs au sein de la Commission. Je reviendrai dans quelques instants sur la clé du texte à l'article 3, où rien ne garantit des prix rémunérateurs aux producteurs. La LME en l'état pérennise d'ailleurs le contraire. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci d'avoir suivi cette séance. Si vous souhaitez la revoir, notre site internet publicsénat.fr. À suivre le journal de 18h présenté ce soir par Emmanuel Kessler. Bonne soirée à tous sur Public Sénat.